Europe 1 matin. Le club de la presse européen. Alors cette réforme des retraites, est-ce qu'elle va aboutir? Commission mixte paritaire. Ce jour, charge aux 14 élus qui la composent de livrer une version définitive du texte aux parlementaires avec à ce moment-là sous leur fenêtre les leaders syndicaux. Bah oui, c'est aujourd'hui sans doute la dernière grande manifestation avant le passage au vote dans chacune des deux chambres. Alors autant au Sénat, vous savez qu'il n'y a pas trop de suspense. Le projet de loi sera très certainement adopté. À l'Assemblée, en revanche, c'est le brouillard. N'en déplaise à Elisabeth Borne qui a répété hier sur tous les tons dans l'hémicycle. Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires. Voilà, une majorité existe, peut-être. En tout cas, elle s'annonce ténue et même incertaine à cette heure-là. Est-ce que ça peut se finir autrement que par le 49.3 ? On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et David Revaud-Dallon. Bonjour Dimitri. David, le chef du service politique du journal du dimanche. Le 49.3, le gouvernement officiellement n'en veut pas. Olivier Véran l'a encore répété devant Sonia Mabrouk il y a 20 minutes de cela. Il est quand même obligé un peu d'y penser, non David ? Un petit peu, Ouais, oui, non, un évidemment. petit peu beaucoup même. Il y a une méthode Coué qui est de répéter depuis des mois et des semaines qu'il existe une majorité, comme le montre cet anaphore de la Première ministre hier à l'Assemblée. Il y a une vraie volonté de trouver cette majorité avec des démarches de dernière minute, des tractations, des négociations, etc. Je pense que la Première ministre croit sincèrement à cette possibilité. Elle se refuse vraiment. Je pense qu'elle ne veut pas utiliser cet outil constitutionnel. Mais à l'arrivée, évidemment, la situation va contraindre tout le monde à le dégainer parce que c'est trop risqué. Comme l'a dit très justement Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, dans une jolie formule, c'est soit la grosse Bertha, le 49.3, soit la roulette russe, c'est-à-dire le passage au vote. Et la roulette russe, évidemment, ça peut terminer très vite par une balle dans la tête de cette majorité. Alors Sonia Mabrouk disait le panache serait d'aller au vote, la panique serait le 49.3. Mais alors à quel moment, Yves Tréhard, ça va se jouer? S'il doit y avoir un changement de stratégie, si on sent que le vote ça ne passera pas, si le gouvernement pense que ça ne passera pas, à quel moment il va décider du passage ou non au 49.3? À mon avis, ça va se passer demain, juste après le déjeuner, pour dire à nos auditeurs qu'aujourd'hui, il y a la commission mixte paritaire. Là, il y a vraiment probablement pas de souci pour que le texte passe, puisque la majorité et la droite s'entendent sur ce texte. C'est 10 voix contre 4, si vous voulez, puisque c'est 7 sénateurs et 7 députés. 10 parlementaires favorables à la réforme, voilà, contre 4 hostiles. Contre 4 hostiles. Demain matin, vous avez le Sénat. Le Sénat, on sait qu'il a voté pour, il est à majorité favorable à ce texte. Ah, puis c'est archi calé, parce que Gérard Larcher, Olivier Marleix, Eric Ciotti d'ailleurs, sont tous mis d'accord. Alors après, c'est l'Assemblée nationale. Et là, David a dit l'essentiel, c'est-à-dire que imaginez que elle est du panache, madame, si on veut. C'est le panache ou le vice démocratique, puisque le 49.3, vous pouvez l'oublier, c'est la formule de Laurent Berger, qui est une jolie formule, mais qui figure dans la Constitution, qui est un outil qui est maintes fois utilisé. D'ailleurs, madame Borne n'a gouverné que comme ça pas depuis qu'elle était à Matignon, quasiment. Pas uniquement sur les textes budgétaires. Il y a quand même quelques textes qui sont passés sans 49.3. Mais alors pour ce les serait textes quand même budgétaires. son 11e 49.3 depuis ce qui est intéressant de savoir, si elle utilise le 49.3, est-ce que tout s'arrête, tout le monde rentre dans le rang, les manifestations cessent et que la vie reprend? Si c'est le cas, c'est une victoire, évidemment, pour le pouvoir exécutif, et pas pour Madame Borne, d'ailleurs. Parce que celui qui joue le plus gros dans l'histoire, c'est pas Borne, c'est Monsieur Macron. Cette réforme, c'est une réforme Macron. D'ailleurs, elle n'a pas jamais eu le nom de Borne, ni le nom de Dussopt. On sait que Macron, si il y a le bazar, si cette réforme ne passe pas, son quinquennat, c'est terminé. L'immobilisme encore pour 3 ans, 3 ans et demi. En revanche, si ça passe, là, c'est une nouvelle espérance avec des poubelles en moins et les Jeux Olympiques en vue. Mais en tout cas, la forme, ça compte. D'où c'est cette volonté du gouvernement que ça passe par le vote plutôt
plutôt que par le Est-ce que 49.3. ça compte tant que ça? Bah, Ça, c'est nous qui faisons En monter tout cas, la pression. Vous citiez Laurent Berger sur le vice démocratique, c'était d'ailleurs dans le journal du dimanche, je me permets de le rappeler. Vous avez raison. De dimanche dernier. J'ai des bonnes sources. Là. Absolument. Laurent Berger estime tout de même que c'est pas tout à fait pareil si le texte est adopté à l'issue d'un vote ou s'il passe avec ce passage en force constitutionnel qu'est le 49.3. De toute façon, on peut considérer que quel que soit le mode d'adoption, on aura quand même une partie des syndicats derrière la CGT qui va demeurer dans une posture radicale de grève reconductible, de blocage tous azimuts, etc. Puis que la partie réformiste, finalement, va peut-être organiser un ou deux barouds d'honneur en organisant des dernières manifestations et puis rentrer dans le rang, c'est logique. Et donc, finalement, c'est quand même ce front syndical dont on a souligné que c'était la première fois qu'il était uni depuis 13 ans entre la branche radicale et la branche réformiste qui, d'habitude, ne sont pas du tout d'accord. Oui. Le vote porte en germe quand même la fin de ce front syndical et à l'arrivée... Peut-être une radicalisation d'une fraction minoritaire des organisations. Est-ce qu'on va pas un peu vite en besogne quand même à faire comme si... le texte était adopté. Oui, et puis surtout comme si la commission mixte paritaire allait être conclusive, parce que on a bien vu quand même notamment les Insoumis, Mathilde Panot dire « je vais faire fuiter le contenu des discussions », Raquel Garrido de l'Assemblée nationale qui dit « non, on va faire carrément un live tweet », il y a un risque quand même d'obstruction peut-être autour de cette commission mixte paritaire. Obstruction non. Alors c'est vrai qu'il y a toute une communication des Insoumis, une partie de la gauche, comme depuis le début de cette réforme, sur le côté non démocratique, non transparent. Comme le 49.3, la commission mixte paritaire est un outil démocratique. Ça arrive à chaque fois qu'il y a des navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Une partie des sénateurs et des députés se retrouvent pour essayer de trouver un accord. Alors c'est vrai que en général, vous n'avez pas de grand doute, David, en fait, qu'il y aura une version aucun doute. Je vais même prendre un risque ici. Je n'ai quasiment aucun doute sur le fait que cette réforme, à l'arrivée, elle sera adoptée. Je ne vois, là on en revient au début de notre discussion, je ne vois en aucun cas le président prendre le risque de voir, comme le disait Yves Tréhard, son quinquennat ou la suite de son quinquennat immédiatement fusillé parce que 3 députés Renaissance et 2 députés Horizon et 5 députés LR sont allés aux toilettes au moment du vote pour éviter de voir leur nom accolé à cette réforme considérée par beaucoup comme indigne. Alors Yves Tréhard, dans le Figaro ce matin, vous faites un zoom sur le centriste Charles de Courson. C'est peut-être par lui que le scandale va arriver, puisqu'il y a cette idée... Oui, mais c'est une magnifique histoire. Laissez-moi, je la raconte très brièvement et je vous donne la parole. L'idée étant que si l'exécutif a recours au 49.3, dans les oppositions, on se dit non, alors il faudra une motion de censure. Le problème étant que si c'est la gauche qui la dépose, le RN refusera de la voter. Si c'est le RN qui la propose, la gauche refusera de la voter. Ah oui, mais si c'est Charles de Courson, le centriste, vétéran de l'Assemblée, ça fait 30 ans qu'il y est, tout le monde l'aime bien ce Charles de Courson. Vous avez tout dit. Si jamais il dépose une motion de censure, si c'est lui qui la dépose en premier, tout le monde peut aller voter cette motion de censure. Le gouvernement peut tomber, vous pensez, sur une motion de censure, Charles de Courson? Évidemment qu'il peut tomber, c'est le pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est que le gouvernement tombe sur une motion de censure de Charles de Courson. Charles de Courson qui pourrait attirer tous les votes hostiles. Il faudrait que tout le monde s'y mette aussi, c'est-à-dire les 250 Nupes, la moitié des LR. Il faudrait qu'il y ait aussi les Lyottes, puisqu'ils sont 20. C'est un groupe d'indépendants centristes, dont fait partie d'ailleurs Monsieur Charles de Courson. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Motion de censure, le gouvernement tombe. Qu'est-ce qu'a dit le président de la République? Et là, on rentre dans une phase très intéressante. Le président de la République, au début de son quinquennat, a dit « Si on m'oppose une motion de censure, je dissous l'Assemblée. » Il dissoudrait l'Assemblée, et à ce moment-là, je vous fiche mon billet qu'on arriverait face à une nouvelle Assemblée, encore beaucoup plus éparpillée que celle d'aujourd'hui, qui compterait probablement plus d'une centaine de députés Rassemblement National et qui aurait une majorité présidentielle extrêmement rabougrie. C'est arrivé une fois dans l'histoire de la Ve République, en 1962, quand le président de Gaulle a voulu changer les institutions pour que le président de la République soit élu au suffrage universel. Ça n'a pas plu aux députés. Il y a eu dissolution de l'Assemblée nationale. Moralité, il s'est retrouvé avec une chambre, le général de Gaulle, plus étoffée en sa faveur
que par le passé. C'est la valise nucléaire, cette histoire-là. Oui, quand même, c'est même le deuxième set ou la deuxième manche de la partie de roulette russe qu'on évoquait au début. C'est la raison pour laquelle je pense que il y a beaucoup de députés qui ont sans doute intérêt à avoir une dissolution, mais beaucoup de députés qui n'y ont pas intérêt. Et notamment toujours ce groupe charnière des LR, certes, peut-être que 10 ou 20 considèrent que quelle que soit la situation, ils seront réélus parce qu'ils ne doivent leur élection dans leur circonscription qu'à eux-mêmes et non pas au parti. Mais je crois qu'il y a quand même, je pense, une bonne moitié qui réfléchiront à 2 fois avant de voter cette motion de censure et d'aller se frotter à nouveau aux électeurs dans une législative improvisée. Le Club de la Presse Européen, Yves Tréhard, David Revaud-Dallon, merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux, la semaine prochaine, 8h57.